Bonsoir, toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en ce début de week-end de Pentecôte. Si vous êtes sur la route, merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner. Nous sommes ensemble et en direct ce soir jusqu'aux alentours de minuit 8. Et oui, c'est exceptionnel ce soir. Comme tous les soirs, vous retrouvez Taratata. Habituellement, on se quitte plutôt aux alentours d'1h15. Ce soir, c'est minuit 8 parce que c'est un Taratata spécial Black Eyed Peas. Donc, si vous voulez nous appeler, dépêchez-vous. Vous pouvez composer le 39 21 pour nous parler de vous en toute liberté et sans tabou. Vous avez Justin et Quentin qui attendent vos appels avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et ça y est, je vois qu'il y a des messages qui s'affichent sur mon écran et ça me rassure. Vos SMS arrivent au 7 39 21. Vous voulez commencer avec le mot nuit. Il y a Fred qui me dit mais non, nous ne sommes pas tous en week-end. Il y a les fidèles, il y a Georges qui me dit non, on n'est pas partis en week-end. Nous, on travaille et quand on a fini de travailler, on vous écoute. Et oui, c'est comme ça. Et puis des petits courriels aussi qui arrivent. Il y a Olivier qui me dit je vous écris du Mexique. Et c'est vrai que vous ne pensez pas à nous qui vous écoutons de l'étranger. À quand une petite connexion sur Skype? Je suis prof de français ici. Je prends souvent des extraits de vos émissions pour mes examens de compréhension orale. On va faire attention à ce qu'on dit, à la façon dont on s'exprime, puisque les étudiants d'Olivier apprennent le français en notre compagnie. Il va falloir qu'on se surveille de très près. Allez, on va accueillir maintenant Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça me fait plaisir de t'entendre, de vous entendre. Mais moi aussi. Parce que je suis à une période de ma vie qui est difficile. Oui. J'ai perdu mon épouse il y a plus de 5 ans. Et je m'aperçois qu'on est seul dans la vie après. Oui. Il n'y a plus personne qui vient vous secourir. Que ce soit sur le milieu professionnel ou personnel. Et donc on est seul. On est encore plus seul que lorsqu'on existait auparavant. Et je ne sais que faire. J'ai certes mes enfants, mais mes enfants, ils ont atteint leur majorité il y a longtemps. Oui. Ils ne peuvent pas se soucier de moi au quotidien. Au milieu professionnel, je ne vous dis pas, c'est l'apocalypse. Je ne sais que faire. Quand vous dites que c'est l'apocalypse dans votre milieu professionnel, que voulez-vous dire ? Je suis dans un placard, doré, certes, mais un placard. Donc, j'ai pas de point pour me secourir moi-même. Oui. C'est-à-dire, c'était vraiment votre couple qui était votre cocon. Oui. Et qui a réussi ma carrière professionnelle, qui malheureusement s'est délitée à partir de la mort de mon épouse. Tout est allé un peu à volo après la mort de votre épouse. Oui. Oui, ça a été consécutif. Oui. Oui. D'accord. Et je fais appel à vous parce que je vous écoute souvent. Vous avez toujours des réponses idoines. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à votre émission. Voilà. Oui, et comment expliquer ce changement évidemment, déjà la perte de votre épouse, ça a été une épreuve très dure. Pour vous, elle avait quel âge ? Elle avait 50 ans. Oui, elle était jeune, hein ? Oui. Et j'ai 2 enfants, j'ai dû supporter quand même le poids de la charge de la famille. Ils vivaient avec vous à ce moment-là encore ? Oui. Donc ils ont quitté la famille, ils vous ont quitté depuis ? Plus ou moins. Il n'y a que ma fille qui de temps en temps est là. Elle est étudiante ? Non, elle travaille maintenant. D'accord, mais elle revient vous voir ? Oui. Oui, mais elle ne vit plus avec vous ? Pas 7 jours sur 7.
Mhm. Oui, donc ça a été un changement considérable dans votre vie. Oui, Vous êtes très isolé. oui. Et sur le plan de la famille, en dehors de vos enfants, est-ce que vous avez d'autres soutiens au niveau, je ne sais pas, est-ce que vous avez des frères et sœurs, des membres de votre famille qui peuvent être des soutiens affectifs pour vous? Non. Non. Et en plus de ça, après la mort de mon épouse, j'ai eu la mort de mon père. Et ma mère qui est maintenant dans une maison de retraite qui n'a plus les moyens qu'elle avait auparavant. Donc je me retrouve seul dans la vie. Oui, vous vous sentez très abandonné, très isolé, forcément. Oui, oui, C'est beaucoup, hein, parce que vous avez perdu l'essentiel de vos repères affectifs. Vous dites, il vous reste vos enfants, mais vos enfants qui, eux, sont en train de construire leur vie. Donc vous, votre socle affectif... il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus rien. Vous avez des amis? Pas beaucoup. Vous étiez un couple, vous fonctionnez beaucoup sur la famille? Oui, C'est ça, vous étiez beaucoup, c'était le côté famille qui prenait le dessus sur le côté oui, ami. oui, 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 Oui. Donc votre épouse n'étant plus là, Mhm. votre père n'étant plus là, votre mère étant en maison de retraite, vous vous Oui. retrouvez, vous, finalement, Seul. très isolé. Je suis seul. Alors il faudrait essayer de voir comment vous pourriez rompre cette solitude affective aujourd'hui qui vous pèse. C'est pour ça que je vous ai appelé. Parce que c'est pas mon genre Oui. d'appeler à mon secours. Mais là, j'ai besoin. Et dans le travail, vous n'avez pas pu vous lier parce que parfois dans le travail on se fait, ça va au-delà de connaissances. On peut établir des liens amicaux avec avec des personnes avec qui l'on travaille. Pas du tout. Non. Pas du tout. À partir du moment où vous êtes abandonné par tout le monde. Avec cette mise au placard. Oui. Comment ça s'est fait cette mise au placard? Progressivement. Progressivement, j'ai fait une dépression nerveuse. Oui. Et malheureusement, après, il n'y a rien eu. J'ai aucun soutien. Et dans l'entreprise où je travaille, je ne donnerai pas son nom. À partir du moment où vous êtes mis à l'écart, il n'y a personne qui vous fréquente. Oui. Oui, c'est Donc, souvent le cas, ça effraie. Il ne faut Voilà. pas avoir l'air de Voilà. fréquenter celui qui est mal vu. Voilà, ouais, exactement. ouais. Donc, j'ai plus que moi sur qui compter. Voilà. Parce qu'il y a plus de monde à la messe pour l'enterrement de mon épouse qu'il y en a après. Mais c'est l'après qui est toujours plus difficile, hein, Jacques? Oui, oui. C'est toujours, c'est souvent ce qu'on explique, enfin, ce qu'on dit d'ailleurs dans l'entourage. Les personnes disent comment aider quelqu'un qui est dans un deuil, qui fait face à un deuil. C'est bien sûr qu'il y a les premiers temps, mais c'est du long terme l'accompagnement. Mais il n'y a personne qui vous aide. Vous êtes seul. Et c'est-à-dire que vous étiez déjà un peu vos repères affectifs, c'était déjà votre famille. Oui. Hein, c'était tout votre voilà, vous étiez dans votre fonctionnement, c'était tout reposé sur votre famille. Oui, Donc déjà en perdant votre épouse, bien sûr que vous perdez beaucoup. Je ne sais pas, vous étiez très proche d'elle. Mais bien sûr, au bout de 30 ans de mariage, c'est... Oui, c'est pas toujours difficile. le cas. Je vous pose la question, mais on l'entend dans la façon dont vous parlez d'elle et dans quel point ça a été un effondrement pour vous intérieur, hein, son décès. Oui. Mais parfois, on peut vivre 30 ans auprès de quelqu'un et ne pas forcément bien s'entendre. Mais Ah, c'est pas le cas.
Bon, et vous perdez après votre père. Bon, votre mère est placée en maison de retraite. Alors, Oui, donc petit à petit, vous vous sentez complètement flottant, orphelin. mais ça fait un moment que je suis flottant. Et vous n'avez pas d'autres liens à Non, créer. Bon, non. donc que vous ayez plongé dans une dépression, Oui. c'est compréhensible. Comment avez-vous été pris en charge à ce moment-là? Ben, le problème, c'est que j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui a écrit un livre sur le sujet. C'est lorsque vous êtes en dépression nerveuse, ce qui a été mon cas, vous finissez dans un hôpital psychiatrique. Hmm. Il n'y a pas d'autre Pas organisme toujours. qui vous gère. Oh, Pas écoutez, toujours. dans la région parisienne. Et j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui a écrit un livre et qui travaille dans comment dirais-je, une émission concurrente de la vôtre, pas une émission, une radio concurrente de la Oui, vôtre, Europe oui, 1, oui. qui a été victime de la même affection que moi, Hmm. et qui, au sortir de l'hôpital, a été mis sur le piédestal, enfin, a été remis sur le piédestal plus exactement, et a animé une émission immédiatement. Moi, ça a été le contraire. Alors, il y a différentes formes de dépression, il y a différents degrés de gravité dans cette maladie, mais bon, je tiens à dire que quand même on peut souffrir de dépression sans forcément se retrouver en psychiatrie. Oui, C'est-à-dire qu'on maintenant, peut consulter son médecin généraliste, on peut consulter un non. psychiatre. Ça n'a pas été votre cas, mais on ne peut pas Non. généraliser pour autant. On peut. Non. Vous lisez son livre qui s'appelle Un été chez les fous et que vous comprendrez tout. Oui, mais C'est-à-dire- c'est son histoire. On ne peut Non, pas mais en c'est la faire mienne. une généralité. Non, mais c'est la mienne aussi. Oui, vous y êtes retrouvé, vous. Oui. Bon. Dans le même hôpital, avec le même médecin, avec la même pathologie. Et elle a été remise sur les ondes sur une radio concurrente à Ouais, la bon, on vôtre. va pas nommer alors cette personne, c'est pas. Oui. Non, je veux pas. Hmm. Et moi, au contraire, on m'a mis dans le placard au balai. Bon. Mais si vous voulez, après, ce qui serait important, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'être sorti de votre dépression? Pas tout à fait. Eh oui, c'est ça le. Pas tout à fait. Hmm. Et j'ai pas de recours en dehors. Je vois pas à qui m'adresser pour manifester à l'âge que j'ai, Quel âge avez-vous? 60. 60 ans. Je n'arrive pas à surmonter cet handicap. Et ça fait 5 ans que ça dure. C'est pas un handicap, c'est une souffrance, mais c'est vrai que ça vous handicape beaucoup. Oui. C'est une douleur et être dans une tristesse et dans une douleur terrible après avoir perdu Oui. un être cher. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. C'est le fait que ça dure. C'est aussi toutes les conséquences que cela a eu, et notamment que dans votre travail, ça a eu de telles répercussions que là aussi, vous avez perdu certainement un peu toute estime de vous-même, que ça vous a encore plus isolé. Vous voyez, c'est toutes ces répercussions en chaîne que cela a eu, qui vous ont petit à petit fait plonger aussi. Oui. C'est ça. Oui, Là où ça. vous n'avez absolument pas été soutenu dans votre environnement professionnel. Absolument pas. Et c'est vrai que la dépression, pour être vraiment un moment en sortir, bon, certes, il y a un traitement médicamenteux, mais il faut aussi pouvoir être accompagné, pouvoir parler de soi. Oui. Parce que si on ne fait qu'avaler des antidépresseurs, on soigne en surface, c'est-à-dire les symptômes, mais on n'a pas cet accompagnement psychologique qui est absolument nécessaire. Absolument. Et C'est ça, le plus dur pour moi. mais ça, si vous êtes d'autant plus, enfin, à Paris, mais bon, dans beaucoup maintenant de villes, on sait prendre en charge, et vous devriez pouvoir trouver un thérapeute compétent à même de vous écouter. Ah si. Non, Vous faites un blocage là, Jacques. Non, je ne fais pas un blocage.
Je fais la distinction maintenant entre les psychologues et les autres. C'est qui les psychiatre, autres? Oui. Non, les psychiatres oui. ont seuls le droit de vous délivrer des médicaments. Oui, oui, bien sûr, ce sont des médecins. Les autres, non. Les psychologues, oui, non. Psychologues, on ne peut pas délivrer de médicaments puisque nous ne sommes pas médecins. Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est qu'il y a le problème, c'est que vous êtes dans l'emprise du monde médical. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire en dehors de leur cercle. À partir du moment où ils sont seuls habilités à vous délivrer des médicaments, oui. Ils font ce qu'ils veulent. Vous allez voir un psychothérapeute, c'est différent. Oui, mais vous avez des psychiatres qui peuvent tout à fait vous voir faire des psychothérapies avec vous et qui ne vont pas vous délivrer de médicaments. Il n'y en a pas beaucoup. Oh, je vous assure que ça existe. Peut-être, mais je ne crois pas beaucoup. Je crois en moi d'abord, envers de faire confiance aux autres. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais vous pouvez à ce moment-là aller voir un psychothérapeute ou un psychanalyste. Mais j'en ai vu. Et puis peut-être voir parce que ça serait important que vous arriviez à sortir un peu de cette dépression et déjà. Comment ? Alors comment ça serait en brisant un peu ce cercle de la solitude ? Oui. En ayant aussi des contacts avec des personnes. Alors peut-être en faisant des activités en dehors dans vos temps libres, en fonction de ce que vous aimez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez faire. Le problème, je vais vous dire, parce que j'ai voulu intervenir dans une émission que vous avez animée dernièrement, sur une personne qui était un peu dans mon cas, c'est que une fois que vous êtes dans le fond de la vague, il n'y a plus personne qui vient vous seconder. Il n'y a plus personne qui vient vous secourir. Vous vous retrouvez seul, face au néant, et vous dites jusqu'où ça va m'amener. Oui, mais Jacques, là, à un moment, soit effectivement vous vous regardez toucher le fond, et vous vous dites personne ne veut me secourir et personne ne va venir, ou à un moment vous vous dites il faut aussi que moi je me prenne un peu en main. Oui, vous avez raison. Parce que c'est vrai que quand je parlais aussi d'essayer de sortir de cette solitude qui vous pèse terriblement, soit vous pouvez rester comme ça dans... Je peux pas. Bon, alors vous ne pouvez pas, donc il faudrait essayer de voir comment vous pourriez aller vers les autres et en fonction peut-être, déjà en commençant par faire... des choses qui pourraient vous faire plaisir en fonction d'activités qui pourraient vous procurer, vous, un certain bien-être. Mais c'est pour ça que je vous ai appelé. Mais qu'est-ce que vous aimez faire ? Un peu tout. C'est vague. Oui, c'est vrai que c'est vague. La photo, allez. La photo ? Oui. Mais, ou le métier d'acteur. Parce que j'étais figurant dans un film célèbre où j'ai côtoyé Jacques Brel et Lino Ventura, mais actuellement je suis au fond du gouffre et j'arrive pas à remonter. C'est ça mon problème, c'est pour ça que je vous ai téléphoné. Est-ce que vous ne pourriez pas aller voir dans votre mairie ce qu'ils proposent comme... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils proposent pas. Il n'y a pas des stages. Il y a pas ils donnent pas des cours de théâtre, des choses comme ça. Mais non. Ah bon. Là, vous partez quand même. Vous me paraissez assez défaitiste d'emblée. Oui, je suis défaitiste d'emblée. Ça, je m'en veux parce que je suis d'un naturel positif et je suis devenu négatif. Alors ça, c'est votre état certainement dépressif qui vous fait voir ça, oui. Qui vous amène à voir que tout est actuellement fermé, que toutes les portes sont fermées, qu'il n'y a pas d'issue. Donc
c'est à cela, pour le moment, qu'il faut s'atteler. Ce qui n'est pas, c'est peut-être pour cela que vous n'avez pas, pour le moment, l'énergie d'aller vers autre chose, d'aller vers vous dire bon, même si vous aimez la photo, même si vous aimez, parce que bon, être acteur, alors vous pourriez après tout, parce que surtout si vous êtes à Paris où vous pouvez tout à fait joindre certaines sociétés qui sont toujours à la recherche de figurants. Mais en avez-vous l'énergie aujourd'hui? C'est la question. Non. Actuellement, non. Bon, donc il faut le prendre en considération et peut-être la priorité aujourd'hui, c'est d'aller mieux, de vous soigner et de reprendre, d'avoir un lieu où vous pouvez parler de ce mal-être, de cette souffrance que vous avez et qu'on peut comprendre, qui est ô combien légitime, parce que avec ces deuils que vous avez eu à faire, il y a plusieurs deuils qu'on peut pas mettre au même niveau, évidemment, mais le deuil de votre épouse, le deuil de votre père. D'une autre manière, votre mère qui est présente, mais que vous avez dû placer, qui est dans une maison de retraite, sur un plan professionnel, vous qui aviez une position sociale, enfin, puisque vous me dites que vous êtes dans un placard doré, là aussi il y a un deuil à faire. Et qui est très douloureux sur un plan narcissique. Alors qu'est-ce que je dois faire ? De se retrouver. Eh bien, de tout ça, il faut vraiment aller en parler. Parce que ça fait beaucoup pour un seul homme. Oui. Et je comprends que vous soyez très abattu. Oui. Donc, j'ai pas évidemment de solution miraculeuse à vous proposer, parce que vous le savez au fond qu'il y en a pas. Là, il faut que vous arriviez à pouvoir exprimer toutes ces émotions qui vous traversent, qui pour le moment vous empêchent vraiment d'avancer, de retrouver finalement un peu une énergie, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'issue au fond, et qui font que vous à la fois la solitude vous accable et en même temps vous êtes dans une position de repli. Oui. Parce que tout vous agresse aussi. Oui. Le problème, c'est pour ça que je voulais intervenir à l'émission où vous avez accueilli une jeune veuve. C'est que lorsque vous êtes veuf, ce qui est mon cas, vous n'avez plus de personne autour de vous. Mais ça peut revenir. Non, ça va revenir. Parce que vous pensez comme ça aujourd'hui, mais vous verrez que ça peut revenir. Non. Je reçois un message de Nadette qui dit « Persistez, Jacques, apprivoisez votre vie en appréciant les bons moments, faites-vous aider par un thérapeute et quand vous retrouverez le sourire, même 5 minutes par jour, les gens reviendront vers vous naturellement. » Ah, c'est très beau comme message. C'est très beau comme message. Allez parler de votre chagrin. Allez. Au revoir, Jacques. Au revoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Beaucoup de réactions pour Jacques. Sylvia, des réactions déjà par courriel, nous dit je suis en dépression et il y a des psychiatres qui font vraiment la distinction. Ils s'occupent de votre psychisme et de vos problèmes et laissent aux médecins traitants le soin de donner les antidépresseurs qui nous sont nécessaires. Et le mien et mon médecin généraliste se concertent par téléphone devant moi. Mon psy m'a dit que c'est sa façon de travailler et je fais beaucoup de progrès. Et pourtant, je traîne ma dépression depuis le décès de ma jeune sœur en 1999. Il faut que cet auditeur essaye de s'ouvrir aux autres, ne serait-ce que bénévolement, pour parler, pour tenter d'évacuer un peu ce poids qu'il porte. Vous avez raison, Sylvia. En général, quand on est en psychothérapie avec un psychiatre, à ce moment-là, il ne prescrit pas de traitement. Il y a une distinction entre la prescription du traitement et la psychothérapie. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Jacquin dit « Dépasser un état de solitude, tenter de sortir d'un état de tristesse peut se réaliser aussi en allant vers les autres, au secours des autres. »
C'est ce que nous dit d'ailleurs Jean-Luc qui dit moi je me sentais très seule et j'ai pris un petit chien dans un refuge et ce petit chien m'aide beaucoup. Il y a Isaac qui dit avez-vous des centres d'intérêt, des passions auxquelles vous pourriez consacrer du temps? Vous pouvez toujours vous rapprocher du syndicat d'initiative de votre ville ou de la mairie, essayer de rencontrer d'autres personnes dans une situation proche de la vôtre. Vous pouvez également essayer de nouer des contacts amicaux via Internet. Et puis également d'autres messages. Le First Lisa dit au lieu de rester au placard, ne peut-il pas négocier son départ? Il a 60 ans. Oui, c'est vrai. J'avais pas envisagé cet aspect-là, mais plutôt que de rester dans une situation qui le mine, ça serait peut-être une situation envisagée. Kojak dit la dépression est le mal du siècle. On peut s'en sortir. Il cite le livre de Philippe Labro. Alors Philippe Labro, cela dit dans son livre, c'est un très bon livre, mais lui pareil, l'expérience avec les psys n'avait pas été très bonne pour lui. Dalton dit a-t-il parlé de son histoire avec la médecine du travail? Il pourrait le diriger sur des associations. On va accueillir maintenant Georgia. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous êtes mon rayon de soleil tous les soirs. Merci, c'est gentil. Voilà, enfin je vous suis, on se suit. Voilà, moi j'ai une histoire très bizarre qui m'est arrivée il y a 2 mois et demi. Oui. J'ai un ami qui m'a appelé alors que je n'avais plus eu de contact avec lui depuis 4-5 ans. Et j'avais partagé quelques petits moments de sa vie il y a 10 ans. Oui. Mais très petits moments, c'est-à-dire quelques petits week-ends. Et puis, bon, à chaque fois que cet homme avait des petits problèmes ou des grands problèmes, il se tournait vers moi parce qu'il disait que j'étais de bons conseils et tout ça. Bon, il s'avère qu'avec les téléphones, puisque maintenant ça dure depuis 2 mois et demi, je me suis attachée à cet homme. Et je trouve qu'il est assez bizarre, assez parfois contradictoire avec ce qu'il dit. J'ai un neveu qui est médecin, qui est urgentiste et qui me dit, je pense qu'il est maniaco-dépressif. Alors c'est quelqu'un qui vient de se séparer de son épouse il y a quelques mois, après plusieurs tentatives, c'est-à-dire qu'ils ont été, ils sont revenus et tout ça. Et j'ai l'impression d'être un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc il me propose beaucoup de choses, de venir le rejoindre en Israël, il me parle beaucoup de religion alors que moi je suis juive mais pas pratiquante, et que lui est un juif pratiquant et qu'on va peut-être même dire un peu orthodoxe. Oui. Je ne sais pas si vous savez faire la différence entre les deux. Oui. Et alors ça me perturbe pas plus que ça parce que je crois que j'ai envie de connaître ma religion que malheureusement je ne connais pas ou très peu, mais je n'ai pas envie non plus de devenir une fana. Et je suis étonnée des comportements de cet homme qui des fois est super sympa, super gentil. Et puis parfois, par exemple avant-hier, il m'a téléphoné, on discutait très sérieusement et puis au bout de 5 minutes, enfin ça faisait 1 heure qu'on discutait et 5 minutes après il me dit ah ben écoute, il faut que je fasse du ménage chez moi, rappelle-moi un petit peu plus tard. Et je suis restée un petit peu, comment on va dire, un petit peu grossièrement et trivialement sur le cul. Parce que je me suis dit, mais comment il peut me dire quelque chose comme ça après une conversation qu'on a et tout ça? Et je l'ai un peu mal vécu et je vis mal ces 2 mois et demi et je lui dis souvent, j'aurais préféré que tu ne me rappelles jamais. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui est très généreux, qui me comble de fleurs, avec des mots super gentils, mais dont je ne sais même pas si je peux les croire. Oui, mais il peut y avoir des changements comme ça d'humeur. Enfin, vous savez pas sur quel pied danser. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il peut par moments être très généreux, très enjoueux, très désireux de vous voir, et puis à d'autres moments vous appelez et il vous montre très clairement que vous le dérangez, mais de façon absolument pas courtoise. Tout à fait. Parce qu'il y a une façon de le dire.
Après tout, vous pouvez appeler à un moment où il n'est pas disponible, mais... Mais j'appelle jamais, moi. Je fais partie des gens qui n'appellent jamais, parce que je ne veux jamais déranger. Oui. Mais ce que je comprends pas, c'est quand c'est lui qui appelle et qui, au bout d'une heure, me dit « Oh là là, il faut que je fasse un petit peu mon ménage et tout ça », alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est quand même assez argenté. Et faire un ménage, c'est quoi? C'est enlever une assiette ou un truc comme ça à 11 heures du soir. C'est pas... Mais pourquoi il vous a rappelé? Alors, parce qu'il prétend qu'après s'être séparé de sa compagne, enfin de sa femme, avec qui il a, paraît-il, beaucoup souffert, mais je pense il a certainement fait beaucoup souffrir aussi, parce que j'essaie d'être réaliste. Il prétend que je suis la seule qui peut le comprendre, qui a toujours été là quand il y a eu des moments terribles, c'est-à-dire qu'il a eu un frère qui est mort du sida. Et vous savez, chez nous, les Juifs, c'est très dur, ce genre de choses. On n'accepte pas tellement l'homosexualité. Donc, et moi, j'ai été compréhensive, parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Pas chez tous les Juifs, chez les Juifs pratiquants. Voilà. C'est comme dans toutes les religions pratiquantes. Tout à fait, qui sont un peu excessifs. Mais c'est dans toutes, dans toutes les religions, on retrouve, voilà, l'homosexualité ne passe pas. Voilà, tout à fait. Et bon, moi j'ai été même pas tolérante parce que je crois que ça fait partie de ma nature, mais je lui ai dit qu'il fallait accepter la différence et que c'était comme ça. Enfin bon. Et j'ai été à chaque fois là dans des moments difficiles de sa vie avec, paraît-il, des moments qui l'ont réconforté. Et quand il m'a dit il y a 2 mois et demi de ça qu'il avait décidé de poser ses valises et qu'il avait envie d'être heureux et il avait pensé à moi. Et ben moi je suis comme certainement beaucoup de femmes un peu touchée par ce genre de choses. Peut-être un peu romantique, comme si j'avais 20 ans, alors que malheureusement, je les ai plus. Et maintenant, j'en souffre. Grave. Mais vous souffrez de quoi, au fond? Ben, je souffre parce que je constate que je suis en train de m'attacher à cet homme, que je vais certainement aller le voir passer une 8aine de jours chez lui à Jérusalem, puisqu'il habite là-bas. Et je me dis, est-ce que c'est bien que j'aille chez lui? Est-ce que c'est pas mieux que j'aille au Club Med et que je sois complètement indépendante? Et est-ce qu'il faut surtout pas que je m'attache à cet homme parce que je vais perdre des plumes, quoi. Le problème, c'est que de toute façon, vous êtes déjà attaché à lui. Ouais. Mais autant aller autant vous rendre compte un peu de ce qu'il est. Enfin, c'est pas en une semaine que vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce qu'il est, de sa personnalité. Hein. Non. Surtout que ça s'apparenterait à une semaine de vacances. Oui. Donc on peut pas cerner la personnalité de quelqu'un en une semaine. Hein. Surtout dans un temps comme ça, qui est un temps... Mais je le connais un peu, sauf que ça fait quand même 10 ans qu'on ne s'est plus revus. Oui, mais en 10 ans, il peut quand même se passer beaucoup de choses, mais vous le connaissiez, mais il n'était pas libre. Oui, mais je ne savais pas qu'il était libre, parce que c'était une époque où moi, je ne posais pas de questions aux hommes avec qui je sortais. Oui, mais vous êtes sortis ensemble à un moment? Oui, mais très peu de temps, 4 ou 5 week-ends. Et pourquoi à ce moment-là, il ne s'est rien passé de plus... Ça n'a pas été plus loin? Parce que d'abord, moi, je vivais maritalement, je venais de me séparer. J'avais un très grand restaurant sur Paris et ça m'était difficile de prendre d'avoir peut-être des sentiments alors que je traversais des moments terribles dans ma vie. C'est-à-dire un risque de dépôt de bilan et tout ce qui s'ensuit avec. Voilà. Mais je vois quand j'en parle au mari de ma nièce, qui est donc médecin, comme je vous disais, il me disait, mais Georgia, je pense que cet homme est un maniaco-dépressif. Oui, mais est-ce qu'il le connaît? Non, il ne le connaît pas. Oui, il le connaît alors à travers ce que moi je moi, je suis toujours un peu embêtée quand les personnes portent un diagnostic. Oui, sans avoir vu les gens. Oui, simplement, alors à travers ce que vous lui dites, hein.
de ces changements d'humeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous fait le chaud et le froid. Et moi, je me dis, moi j'ai 60 ans, et je me dis, moi je vivais très bien avant ces 2 mois. Oui, mais et ça, demi. c'est pas ça la bipolarité. Hein. Il y a des gens qui fonctionnent, qui sont un peu comme ça dans le chaud et le froid, qui peuvent être un peu manipulateurs, un peu cyclotimiques, un peu qui pour autant ne sont pas bipolaires. Mhm. Vous voyez, donc bon, peut-être qu'il a raison. Hein. Je ne sais pas, mais bon, on sent beaucoup de peur chez vous. Oui. Mais vous savez bien que derrière toute, enfin peut-être pas, mais dans toute peur cache aussi un désir très fort. Donc votre peur aussi que vous exprimez d'aller dans cette relation reflète aussi votre très grand désir d'y aller. Hein. Ah oui, tout à fait. Vous avez peur d'y perdre des plumes, mais vous avez très envie d'aller rejoindre cet homme à tous les sens du terme. Oui, mais donc mais après tout, écoutez, vous allez le rejoindre à Jérusalem, vous verrez bien. Si vraiment cette semaine-là, vous pouvez passer une semaine très agréable et vous envisagerez, vous ferez une idée. Vous connaissez un petit peu, vous verrez bien après ce qu'il vous propose et comment vous envisagez les choses ensemble. Vous pouvez pas vous protéger de tout non plus. Oui, mais vous savez, je crois que dans la vie, il y a des êtres qui sont plus fragiles que d'autres, malgré leur âge, et qui se disent, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Parce que vous connaissez beaucoup les gens que vous avez qui vous appellent, les dépressions nerveuses arrivent très vite, les gens fragiles sont... Mais vous parlez pour vous ? Vous craignez ça ? Oui, je crains ça. Oui. Je crains ça parce que malgré mon âge, j'ai l'impression que je suis une bleuette. Je vais m'enflammer, je vais retomber, je vais... voilà. Oui, mais vous avez très envie de vous enflammer. Oui, mais... Mais est-ce que cette distance ne va pas vous aider ? Le fait qu'il soit aussi en Israël et vous ici. Compte tenu qu'on se téléphone tous les jours... Oui, mais peut-être que vous pouvez aussi travailler un peu là-dessus. Et vous dire que ça peut... Vous pouvez, après tout, vivre une relation avec cet homme sans pour autant... tout en vous préservant un petit peu. Et vous croyez pas que c'est plus facile à dire qu'à faire ? Si. Voilà. Mais à ce moment-là, alors vous n'allez rien vivre. Oui, c'est vrai. Ou alors, est-ce que vous pouvez vivre des histoires si vous ne vous enflammez pas ? Est-ce que vous pouvez aller vers des histoires, vers des aventures, au fond, qui vous impliquent moins, qui vous engagent moins, si vous êtes moins enflammée, moins amoureuse ? Non, parce que je crois que c'est pas dans ma nature. C'est pas dans votre nature. Donc ça veut dire que soit vous vivez quelque chose où vous vous enflammez, soit vous ne vivez rien. Oui. Mais est-ce que des fois c'est pas mieux de vivre rien et de rester calme ? C'est une question. Oui, c'est une question. Je comprends que vous la posiez. Et vous seul avez la réponse. Et est-ce que vous qui avez beaucoup d'expérience, est-ce que vous pensez pas que ça serait peut-être mieux, au lieu d'aller chez lui, d'aller par exemple à un club med ou quelque chose comme ça, et d'être... Si ça peut être pour vous une façon d'un peu d'être à distance et de sentir que vous pouvez un peu vous récupérer, avoir des moments où vous pouvez vous retrouver un peu, vous replier, vous ne pas être comme ça déjà sur le territoire de cet homme, mais avoir votre espace à vous. Ça peut vous aider un peu. Ça n'empêchera pas que vous allez, si vous devez vous enflammer, vous vous enflammerez. Mais quant à la question, quand on est dans une nature comme ça passionnée, l'amour qui s'enflamme, et qu'on n'est pas capable d'avoir au fond des aventures, des petites histoires, donc on préfère ne rien vivre,
Ça, je comprends, hein, tout à fait, ce que vous dites. Et Oui, c'est que une façon de préserver. vous préférez peut-être ne rien vivre parce que vous vous sentez être amoureux ou amoureuse, ça vous prend beaucoup de temps, d'énergie et finalement ça vous angoisse beaucoup. Et qu'au fond, vous êtes peut-être plus heureuse dans les moments où vous n'êtes pas amoureuse. C'est un Vous peu plus ça. sereine. Oui, c'est une vraie question. Mais bon, protégez-vous en allant à ce moment-là sur votre territoire à vous. Ayez un espace à vous si vous allez le voir. Vous, c'est ce que vous feriez. Enfin, ce que vous me conseilleriez. Dans les solutions que vous préconisez, c'est un entre-deux. D'accord. Donc, il faut prendre la subtilité. Bon. Merci. Merci beaucoup. Bon voyage alors, Georgia. Merci. Vous pourrez me rappeler à votre tour, hein, si vous souhaitez qu'on en Merci. reparle. Mais hein. je suis très malheureuse, Caroline. Très malheureuse. Oui, mais là, ça ne va pas alors. Ouais. Parce que si Très vous êtes malheureuse dans un parce que état j'ai d'être très malheureuse comme ça, oui, mais si vous avez très peur, c'est qu'il y a aussi beaucoup de désir derrière. hein. Ne l'oubliez pas. Toute peur cache un grand désir. hein. Bon, Ben, vous je vous pourrez me rappellerai à mon rappeler, retour. rappelez-moi à votre retour, on en reparlera. D'accord. Merci, Caroline. À bientôt, Georgia. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit message qu'il y allait, carpe diem, on n'a qu'une vie. Poupi qui dit, moi je conseille à cette dame d'aller à Jérusalem afin qu'elle approfondisse la situation avec lui. Chaudron de la Barque dit, la véritable problématique serait de savoir pourquoi vous êtes attiré par ce monsieur, pourquoi revenez-vous inlassablement vers lui, qu'attendez-vous de cet homme avec qui vous semblez n'entretenir qu'une relation à distance. Bonsoir Nelly. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous avoir parce que je vous écoute depuis 4 ans, depuis Merci. le décès de mon mari. Oui. Et en 2007, j'ai perdu mon frère et mon mari à 1 mois d'intervalle. Oui. Et je voulais intervenir au sujet de votre premier auditeur, Jacques en l'occurrence, Oui. qui a beaucoup de mal à s'en sortir, effectivement. Oui. Et il y a énormément de choses qu'on peut faire malgré les douleurs et tout ce qu'il en reste. Parce que moi, j'étais comme lui, j'avais pas d'amis. Très peu d'amis, mon mari n'aimait pas, et j'ai 2 enfants, mais maintenant mes enfants sont plus dans la maison, rien du tout, c'est des grands, ils sont mariés, et donc effectivement, je me retrouve toute seule, comme le monsieur. Et je me suis inscrite à un club de marche, je fais de la piscine, du vélo. Pourtant, j'ai une voiture, mais je fais du vélo. Beaucoup de marche à pied. Toutes mes courses, c'est fait à pied pour marcher et passer du temps. Parce que de rester à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On broie beaucoup de noir à la maison. C'est toujours pareil. Et je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Alors, il disait que où il habitait, il n'avait pas de... Il n'y avait rien de comme sortie et tout. Bah oui, mais il on est à attrape Paris pourtant, donc Oui, je c'est suis ce qu'il a un peu dit, hein. étonnée, oui. Oui. Mais vous attrapez le journal, dans le journal, un journal local, et des randonnées, il y en a tous les dimanches. On n'est pas obligé d'être affilié à un club. Vous avez tout le temps des randonnées, hein. Bien sûr, oui. Il y a toujours des tas de choses à faire que vous avez le cinéma. La preuve, hier soir, on vous a donné un film à aller voir. J'ai cherché sur le journal, je l'ai pas trouvé dans ma région. Oui, mais je pense que le problème de Jacques, c'est que il n'a pas l'énergie de le faire actuellement. Ah ben oui, mais bon. Je pense qu'il est encore dans un état de dépression qui fait que toutes les portes sont fermées, il y a quelque chose où il a l'impression qu'il perçoit tout lui paraît très hostile. Oui. Que les autres ne viennent pas vers lui. Oui, mais moi aussi c'était comme ça au début. Tout vous paraît fermé parce qu'il y a la tristesse, il y a plus l'envie, on n'a plus la rime de rien. Il vous manque votre conjoint mais je pense qu'il faut en prendre beaucoup sur soi. C'est pas.
Oui, oui, mais Ben, je reçois un mail de Marie qui va aussi dans ce sens-là, qui dit j'ai écouté attentivement l'histoire de Jacques, j'ai perdu une fille, puis mon mari, à peine 3 ans après. J'ai été très entourée, j'ai fait beaucoup d'activités physiques, je me suis fait aider par une psychologue, et ce depuis plus de 3 ans maintenant. Ce fut très long, mais aujourd'hui j'ai retrouvé le goût de vivre, même s'il faut beaucoup de courage et de volonté, ça vaut le coup. J'ai 61 ans aujourd'hui, me dit Voilà. Marie. Et je pense, vous savez, moi dans mon club, il y a énormément de personnes seules. Et malheureusement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le club où je suis. Et on fait des sorties, on fait tout ça. Donc c'est un appel aux hommes. Comment ? C'est un appel aux hommes que vous faites. Non, pas du tout. Je vous Non, taquine. j'aimais beaucoup mon mari et je n'en suis pas encore là. Non, mais je non, ne dis pas ça, mais je dis pour la peut-être, ne serait-ce que conversation. dans les conversations, Voilà. dans les échanges amicaux, ça peut Voilà. être aussi important, parce que c'est aussi qu'il y ait de la mixité. Voilà. Hein, dans C'est pas ces... du tout les mêmes conversations. Tout à fait. Un homme et une femme, on n'a pas du tout les mêmes conversations. Oui, Mais bon, c'est vrai que dans les clubs, c'est beaucoup plus de femmes. Mais, oui. mais quand même, avec Elles les se femmes, on regroupent a plus quand même- facilement dans Voilà. les Ouais. clubs. Ou enfin, en tout cas, c'est pas le même type d'activité. Il y a Non. également Nina qui dit: j'étais extrêmement touchée par le témoignage de Jacques. Je tenais à lui conseiller le site onvasortir.com. Alors normalement, on fait pas de publicité pour les sites, mais on en a beaucoup parlé de celui-ci. Oui. Les inscriptions Mhm. sont gratuites, qui a pour but de proposer aux gens plus ou moins isolés des sorties et des fêtes. Ce site existe pour toutes les villes assez grandes. C'est d'ailleurs grâce à une ancienne auditrice de votre émission que j'ai connu ce site. Je participe régulièrement à des sorties proposées par les membres, ce qui m'a permis de sortir de ma solitude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour qui sont adaptées au centre d'intérêt de chacun Ah, mais et c'est ce qu'il faut en faire, fonction du sinon budget de chacun. Il va avoir énormément de mal à... Il va toucher le fond, énormément de mal, il va plonger. Faut énormément se... Mais il le dit qu'il plonge déjà. Bah, il plonge, oui, et puis... non, sortir, bon, ben, on rencontre quand même des gens, il y a toujours des échanges, il y a toujours... On va également, je vous remercie beaucoup, hein, Nelly, de Voilà, ce de témoignage. rien, Ça fait je du vous en bien de prie. vous entendre. Et puis je souhaite un bon rétablissement à Jacques, voilà. Merci Et puis infiniment. Des bonnes sorties, et il verra que ça ira mieux. Bonsoir. Bonsoir Nelly. Bonsoir Hélène. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, j'ai bien entendu Jacques tout à l'heure. Et bon, moi j'ai connu la même situation. Il y a 11 ans, j'ai perdu mon mari d'une rupture d'anévrisme, donc en 10 minutes. Et puis, mon papa, puisqu'on vivait avec mon père vivait avec moi depuis la mort de maman, parce que maman était morte à 50 ans d'une tumeur au cerveau. Et je m'occupais de mon père, et donc tout se passait bien. Et puis quand mon père m'a entendu hurler, il a développé une maladie de Guillain-Barré, et il est mort 6 mois après mon mari. Donc ça a été une année très très difficile. J'ai vendu la maison que j'avais, parce que je les entendais monter, descendre des escaliers et tout. Et je suis partie dans la région Vendée, Poitou-Charentes, où je me suis inscrite tout de suite dans des ateliers de broderie, de décoration, de chorale. Et c'est ce que je disais à Justin tout à l'heure, c'est que j'y suis restée pendant 4 ans. Parce que pendant 4 ans, j'ai eu l'argent de la vente de la maison, j'avais eu moi aussi gros problèmes dans mon métier. J'étais infirmière de réanimation, Oui. et 55 ans, pour les autres, j'étais une vieille. J'étais une vieille. D'autre part, j'ai vécu mes deuils toute seule, parce que aucune de mes collègues, à part venir aux obsèques, c'est tout. Après, on m'a laissé me débrouiller toute seule. Et ce qui fait qu'après la mort de mon père, le premier jour que je suis revenue, il y avait un décès dans le service, et c'est moi qui étais obligée d'aller avec la famille m'occuper des papiers et tout ça. Alors que ce pauvre homme, je le connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Je revenais de mon deuil de mon père, Oui. et j'ai pleuré avec la famille. Donc au point de vue
aide avec les collègues, je comprends très bien qu'on touche le fond. Parce que vous savez, il y a un âge où on vous considère franchement comme une vieillarde. Tout ça parce qu'on ne sait pas servir d'un ordinateur, parce que ceci, parce que cela. Et moi, ça m'a créé une dépression. J'ai été suivie 3 ans par une psychiatre qui était très très bien. Je n'ai jamais eu besoin d'aller en maison de psychiatrie, enfin de maison de surveillance. Oui, en service de psychiatrie, oui. En service de psychiatrie, parce que ce que me disait ma psychiatre, elle m'a dit, ils vous font faire une cure de sommeil, et puis quand vous vous réveillerez, vous vous réveillerez avec les mêmes soucis. Évidemment. Le souci reviendra exactement pareil, vaut de deuil, et puis voilà. Et donc j'ai quitté la région. Tout le monde me disait, que ce soit mon esthéticienne ou que ce soit ma coiffeuse, vous fuyez. Et c'est vrai que je fuyais. Je fuyais la région Bretagne pour partir sur le Vendée Poitou-Charentes. Et là, c'est vrai qu'avec mes ateliers, je revivais. Là, j'ai revécu pendant 5 ans. Il y avait des filles. Quand j'allais à la chorale, il y avait des filles, des hommes, enfin, de notre âge, de mon âge, enfin 63 ans, donc de notre âge. Et puis, j'ai eu des revers de fortune parce que quand j'ai touché ma pension, m'étant occupée pendant 10 ans de mon père qui avait une maladie dégénérative de Guillain-Barré, malheureusement, ma retraite ne suivait pas mon train de vie. Et toutes ces personnes qui avaient vendu leur maison de famille... malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Et vous voulez dire, je sais que vous avez participé aussi à ce moment-là, beaucoup d'associations et beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup qui vous ont aidé aussi. Oui. Voilà, je dois dire à Jacques que dans ces associations, il faut qu'il y aille, mais qu'il n'y aille pas avec sa peine. Donc il faut qu'il se fasse aider en amont. Ah oui, parce que s'il y va avec sa peine, il va être tout de suite mis au rencard. Merci beaucoup Hélène de ce témoignage. J'ai vécu, et puis bon. Oui, vous êtes passé par là. Il faut tenir le coup, et moi je suis seule, j'ai pas du tout de famille. Vous avez fait face avec courage. J'espère que Jacques est resté à l'écoute et que ça lui aura apporté un peu de réconfort, de baume au cœur, de savoir que on peut quand même essayer de s'en sortir. C'est ce que dit Inès. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'activités, il faut faire le premier pas, même si c'est le plus dur, et surtout quand même se faire aider. Quelqu'un me dit, je confirme avoir fait une psychothérapie avec un psychiatre pendant 18 mois et sans médicaments, tout s'est très bien passé. Il y a également, il y a Martin, Nadette avait laissé un message à Jacques qui avait été sensible. Martin dit, je suis le petit-fils de Nadette et je suis également à l'écoute de l'émission. Voilà. Et puis j'embrasse Dalton qui est toujours à l'hôpital. Bon rétablissement, Dalton, et une aide-soignante lui a demandé si Georges n'était pas le fantôme d'Europe 1. Ça y est, tout le personnel de l'hôpital écoute. Non, c'est un gentil fantôme. Il l'air, c'est Sa Majesté quand même. Pas de crime de lèse-majesté. Bon allez, on va se quitter là. Vous allez avoir le journal tout de suite et je vous retrouve lundi. Toute l'équipe sera là en direct lundi. Très bon week-end les amis, reposez-vous bien.